Voilà, c'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence. Merci d'être ici. Donc, on va faire une conférence ce soir au niveau de organisée par l'AMIE avec les inspirantes. Donc, voilà, dont je fais partie sur la sûreté pour tous et notamment sur le harcèlement de rue, plus précisément. Voilà. Donc juste pour vous dire sur l'AMIE, en fait, ils font pas mal d'actions sur les violences sexuelles. Il y a ce cycle de conférences, il y a aussi des formations que je fais aussi voilà, pour soutenir des associations étudiantes. Et il y a aussi des cellules d'écoute et de groupes de parole qui sont organisées par l'association Elles Imaginent à l'AMIE. Donc voilà, il y a de nombreuses ressources sur le sujet. Et donc on est ensemble ce soir pendant 1 heure et demie, de 19h à 20h30. Et cette conférence, elle est animée par Pauline Verbugier, voilà, que vous pouvez voir ici. Donc, je vais lui laisser la parole dans un instant. Et voilà, et les invités vont se présenter. J'y vais du coup? Ça marche. Tout le monde m'entend bien? Donc, bonsoir à toutes. Cette conférence est intitulée Espace public pour un sentiment de sûreté pour toutes et tous. Et on va parler du coup de harcèlement de rue et de discrimination dans l'espace public. Donc, pour parler de ces sujets, on est ce soir avec Mélanie Suas de la Fondation des femmes, qui est coordinatrice du programme Stand Up, qui est un programme de sensibilisation contre le harcèlement de rue. Voilà, est-ce qu'elle est là? Oui. Et ensuite, nous sommes aussi avec Charlotte Bernard, qui est volontaire à l'association Consentis, qui est une association qui promeut le consentement en milieu festif. Pour commencer, je vais dire un petit mot d'introduction avant de laisser la parole à nos invités. Donc d'abord, on peut commencer en disant qu'il y a eu beaucoup d'études ces dernières années sur le harcèlement sexuel dans l'espace public, le harcèlement de rue. Et il y a beaucoup de chiffres sur le sujet, mais on peut dire globalement qu'il y a à peu près environ 80% des femmes qui ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Et on ne parle pas d'un simple regard ou d'un clin d'œil, d'un sifflement. En fait, c'est une atteinte à la dignité, à l'intégrité des personnes. C'est quelque chose qui dévalorise les femmes et aussi les hommes de toute orientation sexuelle, culture et croyance, et qui font qu'on peut être marginalisé pour le simple fait d'être soi-même, en fait, pour une identité. Donc, on va parler dans cette discussion du programme Stand Up et notamment de la méthode des 5 D, distraire, documenter, diriger, déléguer et dialoguer. Enfin, on reviendra dessus. Donc, c'est une alternative pour lutter contre le harcèlement de rue en tant que victime et en tant que témoin. Donc, je laisserai les invités développer sur ce sujet. Donc, le programme Stand Up, il est porté en France par la Fondation des femmes. Il a été, et donc, on en parlera, pardon. Et il a été élaboré par la Fondation des femmes et qui est présente avec nous. Et on en parlera juste après. Mais dans un premier temps, on va parler de l'association Consentis, qui, elle, est active sur le sujet de la sécurité en milieu festif. Donc, elle promeut la culture du consentement sexuel dans les festivals, les boîtes de nuit. Et elle se bat pour instaurer la bienveillance dans les soirées, pour plus de respect et plus de liberté. Et elle participe notamment à la campagne Safe Bar, à la suite du mouvement Balance ton bar, qui est apparu en novembre dernier pour dénoncer la soumission chimique. Donc, c'est le fait de droguer une personne à son insu afin de profiter d'elle à des fins criminelles. Donc, il y a eu beaucoup d'articles récemment sur ce sujet qui ont documenté ces agissements-là dans les bars et dans les boîtes. Donc là aussi, il y a des solutions. Donc l'association va nous les présenter. Mais d'abord, je peux peut-être laisser les invités dire un mot des associations qu'elles représentent. Peut-être d'abord, Charlotte Bernard, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Consentis exactement et qu'est-ce que ça veut dire justement promouvoir le consentement en milieu festif? Pour vous présenter brièvement, déjà bonjour à toutes. Donc pour vous présenter, oui, brièvement, l'association, donc c'est une association
qui a été créé en 2018 en réaction au mouvement MeToo par Domiti Ravo et Mathilde Nevy, qui sont des fans de musique électronique et qui ont constaté, donc justement à la suite du mouvement MeToo et du fait que le consentement est une notion qui a été posée dans le débat public de manière assez massive. Donc suite à ça, elles se sont rendues compte que les milieux festifs n'étaient pas épargnés, enfin voilà, qu'il n'y avait pas vraiment de changement à ce niveau-là dans les milieux festifs et qu'on confondait aussi souvent drague et harcèlement sexuel. Donc, elles ont décidé de créer Consentis pour voilà, mener des actions dans ces milieux-là. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On donne des ateliers de sensibilisation dans les structures, dans les festivals, les bars, etc., pour sensibiliser au consentement sexuel en milieu festif. On forme aussi depuis quelque temps le personnel des établissements à justement comment, ce qui est déjà la notion de consentement et à comment réagir en cas de problème. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On crée aussi des playlists pour soutenir l'inclusivité des personnes sexuées et racisées, des playlists qui sont disponibles sur YouTube, Deezer et Spotify. Et on fait aussi beaucoup de campagnes de sensibilisation. Donc l'année dernière, on en a fait une avec Tinder, voilà, où il y avait des messages de prévention qui étaient diffusés sur l'application. On a également créé tout un dispositif avec des affiches et des flyers qui sont mises à disposition gratuitement pour les organisateurs d'événements, voilà, pour qu'ils puissent les afficher dans leurs locaux. Et donc récemment, comme on l'a dit, avec la mairie de Paris, suite au mouvement Balance ton bar, voilà, donc on essaye d'aller dans les bars pour sensibiliser les propriétaires, les barman, etc., à ce genre de problématiques, essayer de faire en sorte qu'ils affichent voilà, des messages de prévention, de sensibilisation pour sensibiliser le maximum de personnes. Merci beaucoup pour cette présentation. Et avant de laisser Charlotte justement nous présenter un peu plus, enfin de nous faire sa présentation, parce qu'elle a préparé un PowerPoint pour nous expliquer ça un peu plus, je voulais juste proposer à Mélanie Suas de nous dire un mot sur la Fondation des femmes et sur ses actions concernant justement le harcèlement sexuel dans les espaces publics. Bonjour, merci, bonsoir à toutes. Donc, la Fondation des femmes, c'est la première fondation en France qui permet de financer des projets, de créer un fonds pour financer des projets et des associations qui travaillent sur la question des luttes contre les violences faites aux femmes, mais aussi les questions de l'égalité femmes-hommes. Et en fait, les actions de la Fondation des femmes, elles sont multiples, mais une des premières, c'est de participer à l'accueil que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la Cité Audacieuse, au 9 rue Vaugirard, dans le 6e arrondissement. Vraiment, c'est 1000 mètres carrés dédiés aux femmes, que ce soit des associations qui ont trouvé leur bureau aux étages, que le Café Mona, qui est ouvert du jeudi au dimanche et qui permet plein d'activités pour les associations, les conférences, les auteurs, toutes les questions qui sont liées à la question, toutes les questions, oula, il y a beaucoup de mots, le mot de question, je suis désolée, je suis un peu fatiguée ce soir, c'est tout ce qui est lié à l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc déjà, il y a cette première axe de travail qui est l'animation de ce lieu. La deuxième chose, c'est de faire tout un travail de plaidoyer pour accompagner le progrès des lois et des conditions de travail, de vie, de logement des femmes. Et on a aussi également un pôle juridique qui accompagne des structures pour travailler sur cette question-là, de faire avancer les droits des femmes. Le pôle juridique, l'avantage, c'est que la Fondation des femmes, quand elle a été créée également avec des avocates. Donc, en fait, le pôle juridique a toujours fait partie des missions essentielles de la Fondation des femmes. Et puis, on participe à d'autres projets qui voient le jour, notamment en les finançant.
puisque c'est l'objectif d'une fondation. Le premier objectif d'une fondation, c'est vrai que c'est peut-être ça que j'aurais dû vous dire en premier. L'objectif premier d'une fondation, c'est de financer les projets qui sont liés, je vous dis, à l'égalité et à la lutte contre les violences. Et ça va par un appel à projet annuel sur des petits soutiens à des assos, comme un projet, le soutien sur une thématique précise, où là, on va donner un petit peu plus d'argent. Pour le programme Stand Up, c'est une particularité un petit peu dans les actions que fait la Fondation des femmes. Ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise L'Oréal Paris a contacté la Fondation des femmes en 2019 en lui disant que dans un sondage Ipsos qu'ils avaient fait dans 7 pays différents, le harcèlement de rue a vraiment émergé comme le problème premier des femmes dans la rue et qu'ils se questionnaient sur qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Et eux avaient découvert Olabac, l'ONG américaine qui a inventé les 5D, dont Charlotte va nous parler tout à l'heure. Et les 5D, c'est une méthode, vous allez voir, assez simple, dont on parle souvent dans les formations de prévention. Mais ils se sont dit, voilà, nous, on a les moyens, on a l'argent, on a la puissance de la communication et de la visibilité. Au LABAC, ils ont du contenu sur une formation qui est efficace. Maintenant, on veut que dans chaque pays, il y ait un opérateur, quelqu'un qui connaisse le terrain, pour que la formation, elle s'adapte à chacun. Et il s'avère qu'ils ont décidé de commencer l'expérimentation en France et ils ont contacté la Fondation des femmes. Mais comme je vous le disais, nous, notre objectif, c'est de financer, de faire un soutien juridique et d'accueillir un lieu, donc absolument pas de gérer des projets. Donc, en fait, on est allé voir l'association En Avant Toutes et l'association Filaction, qui travaillent déjà sur ces questions de prévention. Et on leur a dit, nous, on a un financeur qui veut financer les actions que vous faites sur une des formations que vous faites déjà avec une méthodologie spécifique. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous pouvez participer? Et c'est ainsi qu'en fait, on s'est retrouvé à coordonner avec des professionnels de terrain et L'Oréal Paris, la formation Startup. Merci beaucoup. Du coup, je propose qu'on donne la parole justement à Charlotte Bernard de Consentis qui va nous parler justement qui va nous présenter son document autour d'une sensibilisation sur les actions qu'on peut mener contre le harcèlement dans l'espace public et particulièrement donc au sein de l'espace festif. Très bien. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer la petite présentation que j'ai préparée. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon, vous voyez le... Ouais, on te voit, c'est parfait. Parfait, super. Alors, donc, je vais, donc, comme je voulais, donc, voilà, donc moi je suis bénévole au sein de l'association Consentis. Tu peux juste te mettre en plein écran, peut-être, enfin en diaporama. C'est un petit détail. Ouais, c'est bon. Voilà, merci. Alors, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nos actions, c'est avant tout de libérer le dance floor des violences sexuelles, de promouvoir le consentement et de soutenir l'inclusivité dans les lieux festifs. Ça ne marche pas. C'est bon. Donc, l'objectif de cette présentation, ce sera de vous sensibiliser aux enjeux de discrimination et de violence sexuelle en milieu festif et de vous équiper d'outils et de réflexes à mobiliser en cas pour prévenir et répondre aux situations qui peuvent être problématiques. Wow. Donc, voilà, je vais essayer de faire tenir tout ça dans 30 minutes. Ma présentation est divisée en 2 parties. Donc, dans un premier temps, on va parler globalement des violences sexuelles en milieu festif et on va revoir un petit peu les qualifications juridiques, on va parler de chiffres, etc. rapidement. Et donc, dans un second temps, je vous diffuserai un peu les outils dont on aime bien parler chez Consentis. Donc, on fait toujours un petit trigger warning au début en mentionnant bien qu'on va parler de violences sexuelles et de violences racistes. Donc voilà, c'est important de
de dire que ça peut soulever des traumas, etc. Donc, il n'y a vraiment aucun souci s'il y a besoin de partir, de revenir, voilà. Donc, première partie. Donc, comme j'ai dit, on va voir les qualifications juridiques. Donc, elles sont divisées en 3 grands groupes. Il y a les contraventions, les délits et les crimes. Donc, tout en bas, on a les outrages sexistes. Ensuite, les délits qui regroupent les injures publiques sexistes, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et tout en haut, le viol qui est considéré comme un crime. Faut savoir que toutes ces problématiques-là ont des facteurs aggravants, c'est-à-dire que donc il y en a 8 en tout. Le fait de commettre ces délits sur des personnes, ces délits, crimes sur des personnes de moins de 15 ans ou sur des personnes vulnérables, c'est un facteur aggravant. Si l'agression est commise par le ou la partenaire, s'il y a une mise en contact par Internet, s'il y a la présence d'un mineur pendant l'agression, si la victime est sous l'effet d'alcool, de produits stupéfiants, s'il y a l'usage d'une arme aussi, si une substance a été administrée à la victime à son insu, si le délit est commis sur une personne qui se livre à la prostitution et si la victime est une figure d'autorité, on va dire. Donc, alors pour rappel, rapidement, le viol est puni de 15 ans d'emprisonnement. Et qu'est-ce qu'un viol? C'est un acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui avec violence, contrainte, menace ou surprise. Ensuite, on a, donc, comme on l'a vu, l'agression sexuelle qui est, elle, punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Une agression sexuelle, c'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Donc, par exemple, mettre une main aux fesses, c'est une agression sexuelle. Ah oui, voilà, donc on définit les agressions sexuelles sur 5 zones: les fesses, le sexe, les seins, la bouche et entre les cuisses. Le harcèlement sexuel, quant à lui, est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Il s'agit de propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés ou imposés à une même victime par plusieurs personnes. Et ce sont des propos ou comportements qui, comme on l'a dit tout à l'heure, portent atteinte à la dignité du fait de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent une situation intimidante, offensante, hostile. Le harcèlement sexuel use aussi d'une forme de pression grave dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle, et le caractère répétitif n'a pas à être caractérisé. Donc, par exemple, une forme de pression, voilà, ça peut être: tu viens chez moi et on verra ensuite pour, par exemple, changer ta note dans le cas d'une relation professeur-élève. Voilà, c'est un exemple parmi plein d'autres. Ensuite, on a les injures publiques à caractère sexuel et sexiste ou sexiste, qui sont punies d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ça regroupe les expressions outrageantes ou méprisantes liées au sexe ou à l'orientation sexuelle et pouvant être entendues ou lues par un public, donc par exemple sur Facebook. Donc, insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est une injure publique qui est donc punie par la loi. Enfin, on a l'outrage sexiste dont la sanction est une contravention de 4e classe. Donc, il s'agit de propos ou comportements à connotation sexuelle, créant une situation intimidante, hostile ou offensante, ou portant atteinte à la dignité du fait de son caractère dégradant ou humiliant. Donc là, on va parler un petit peu de chiffres clés pour faire un état des lieux de la situation par rapport à tout ce qu'on vient de dire justement à ces délits-là. Donc, je ne sais pas si vous avez une petite idée du nombre de victimes de viol ou de tentatives de viol par an en France. Donc, en général, on aime bien faire participer les personnes qui assistent à la conférence. Je ne sais pas si là, c'est très approprié dans l'espace de discussion, mais donc,
soit 112 000, 54 000 ou 70 000. Donc la réponse, attention, c'est 112 000. Ensuite, donc voilà, on a un diagramme qui représente bien la surreprésentation des femmes parmi les victimes, et qui plus est les jeunes femmes âgées de 18 à 29 ans qui sont fortement donc surreprésentées parmi les victimes. À combien estimez-vous le pourcentage de femmes qui se sentent en insécurité dans les milieux festifs? Est-ce que ce serait plutôt 10%? Est-ce que ce serait plutôt 35% ou 57%? Donc la réponse, c'est 57%. Et pour les hommes, est-ce que c'est 10, 35 ou 57? Et c'est 10%. Donc, on voit que les femmes, là encore, sont surreprésentées. Les raisons, ça peut être, les raisons, c'est que les femmes ont plutôt peur d'être victimes de violences sexuelles. Les hommes ont plutôt peur d'être victimes d'agressions physiques. Donc, la peur n'est pas de même nature. Et parmi les personnes qu'on a interrogées, une femme sur trois ont déclaré avoir été abusées alors qu'elles étaient sous l'influence d'un produit, contre 6% des hommes. Donc, faut savoir que l'alcool est en grande majorité le principal produit qui est mis en cause dans ce genre d'agression. Avec le mouvement Balance ton bar, on a beaucoup parlé de GHB, mais voilà, faut savoir que donc, oui, c'est un fait, il y a beaucoup d'agressions et la parole se libère au sujet du GHB, mais l'alcool reste le principal produit. Et donc, ça montre bien que ce qu'il faut combattre dans ce cas-là, c'est pas le GHB, la substance en tant que telle, mais bien les agressions. Alors, en général, on fait un point sur l'intersectionnalité. Là, je vais vraiment passer rapidement parce qu'on n'a pas tout le temps. Mais voilà, donc vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion d'intersectionnalité, qui est le fait que plus les femmes, cumulent les critères de discrimination, donc critères de genre, de classe, de nationalité, de race, d'orientation sexuelle et de handicap, plus elles sont exposées aux violences sexuelles. Et donc, ce phénomène-là, ça s'appelle l'intersectionnalité. Donc, c'est bon à savoir. Voilà, ça donne encore une fois un petit état des lieux. Donc maintenant, je vais passer à la partie 2 sur laquelle on va un peu plus s'attarder. Voilà, pour donner un petit peu les outils que nous, on aime bien donner à ceux qui participent, aux personnes qui participent à nos conférences, voilà, pour toujours promouvoir une culture du consentement et armer les gens pour participer à ce développement de la culture du consentement et lutter contre les violences sexuelles et sexistes, que ce soit en milieu festif, mais aussi dans la rue. Voilà, ça marche dans les deux cas. Donc, nous, chez Consentis, on aime bien définir le consentement en 5 points. Il doit être enthousiaste, il doit être libre et éclairé, spécifique, réversible et informé. Alors, voilà, j'avais peur qu'elle ne s'affiche pas. Donc, on a fait une petelle vidéo en partenariat avec le magazine Trax qui parle de ça. Donc, je pense que ça peut être pas mal de la diffuser. Elle dure quelques minutes seulement. Moi, c'est Julie, Est-ce je que vous travaille pour entendez? l'association Consentis et Oui, je vais ok. te donner des indices concrets pour comprendre le consentement à l'aide de 5 points. Le consentement sexuel est enthousiaste. Partons de la base. Le consentement, c'est quand 2 personnes sont d'accord pour avoir une activité sexuelle ensemble. C'est un oui clamé avec enthousiasme. Autrement dit, si ton ou ta partenaire n'est pas réactif ou réactive à tes avances, ça signifie que ça n'est pas le bon moment. Je te conseille d'être vigilante et vigilant parce que le non se manifeste souvent de manière non verbale. Par exemple, avec des gestuels, comme une main qui repousse, même doucement, un corps qui ne bouge pas, un visage sans expression. Un conseil, pose explicitement la question à ton ou ta partenaire pour savoir ce dont il ou elle a envie.
What makes you think it is? Demander, ça peut être super sexy. Écouter et respecter la réponse, c'est surtout obligatoire. Le consentement sexuel est libre et éclairé. Libre, ça veut dire sans contrainte et sans pression. Selon le code pénal, le viol est caractérisé comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, avec violence, contrainte, menace ou surprise. Des menaces, une personne qui boude ou qui négocie quand on refuse un rapport, ça empêche de prendre une décision de manière libre. Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est non. non. Après un refus pour un rapport sexuel, on ne devrait pas réagir avec colère, tristesse ou insistance. Personne ne nous doit du sexe et nous ne devons du sexe à personne. Ça vaut aussi dans la relation de couple. Éclairer, ça signifie qu'il faut être conscient de l'activité sexuelle. Et c'est impossible s'il y a eu une forte consommation d'alcool ou de substances psychoactives auparavant. Attention, là, on n'est pas tous égaux et égales face à la quantité de produits consommés. Si ton ou ta partenaire montre des signes d'incohérence, du type des difficultés à s'exprimer, à se déplacer, des troubles de la mémoire, ou si ton ou ta partenaire montre des signes de vulnérabilité, par exemple si elle vomit, somnole ou fait un bad trip, clairement, il n'y a pas moyen. Le consentement sexuel est spécifique. Consentir à une pratique sexuelle ne signifie pas consentir à toutes les pratiques sexuelles. On peut avoir envie d'une pénétration vaginale, mais pas d'une pénétration anale, parce que le consentement vaut pour une seule activité sexuelle. Why did you grab me like that? I couldn't breathe. I don't know, I thought you liked that. Why the fuck would I like that? Avant de changer d'activité avec ton ou ta partenaire, je te conseille de communiquer et surtout de rester très attentive à la réponse, que celle-ci soit verbale ou non verbale. Le consentement sexuel est réversible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut se rétracter ou changer d'avis à n'importe quel moment de l'activité sexuelle, même si on a déjà dit oui. Même nu, même en couple, même après un date, on a le droit d'interrompre un rapport sexuel sans donner d'explication et sans culpabiliser. Ça veut dire aussi que le consentement est limité dans le temps. Tu as eu une activité sexuelle avec une personne hier soir, elle ne te doit pas de sexe aujourd'hui. Le consentement sexuel est informé. Informer, ça veut dire communiquer sur les risques d'IST ou de grossesse liés à l'activité sexuelle entreprise. Ça veut dire que si ton ou ta partenaire consent à une activité sexuelle protégée, et elle ne consent pas à une activité sexuelle non protégée. La pratique consistant à retirer, détériorer ou percer le préservatif sans prévenir s'appelle le stilsing. Et les risques sont ceux d'un rapport sexuel sans protection, IST, grossesse non désirée, en plus du traumatisme que la pratique peut causer à la victime. L'utilisation d'une protection comme le préservatif est obligatoire si au moins l'une des personnes souhaite l'utiliser. Négocier son utilisation, c'est émettre une pression envers son ou sa partenaire. Si tu as été la cible de violences sexuelles, sache dans un premier temps que tu n'es pas responsable. Remettons la culpabilité là où elle devrait être. Elle est du côté de la personne qui ne s'est pas assurée de ton consentement. Certains des concepts évoqués dans cette vidéo peuvent faire écho à des expériences que tu as vécues. Sache que tu n'es pas seul et que si tu en ressens le besoin, il y a des associations et des outils qui sont là pour répondre à tes questions, comme le chat commentonsaime.fr de l'association En Avant Tous. Assure-toi du consentement de tes partenaires et n'hésite pas à remettre en question tes comportements et ceux de tes amis. Demander, écouter et respecter les limites de chacune, c'est essentiel pour que nous puissions toutes et tous nous sentir bien en milieu festif et ailleurs. Pour en savoir plus sur le consentement sexuel et plus spécifiquement sur le consentement sexuel en milieu festif, je t'invite à suivre notre association Consentis sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo assez, voilà, qui récapitule un petit peu, nous, comment on définit le consentement et voilà, comment, concrètement, en situation, on peut réagir, on peut se comporter. Moi, c'est Julie, je travaille. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme on l'a dit dans la vidéo, donc, on définit le consentement en 5 points. Premièrement, il doit être enthousiaste, donc c'est-à-dire que un peut-être, une non-réponse n'équivaut pas à un oui, encore moins si c'est un non, voilà, c'est un non comme on l'a vu dans la vidéo. Céder, donc oui, il doit être aussi libre et éclairé, donc c'est-à-dire qu'il ne doit être donné sous aucune pression.
Donc céder n'est pas consentir quand on insiste. On est, comme on l'a dit encore une fois dans la vidéo, je vais un petit peu me répéter là, mais c'est pour être sûr que tout le monde a bien compris. Personne ne doit du sexe à personne et il arrive que parfois on se sente redevable, par exemple quand justement dans un cadre festif, quand on accepte un verre, quand on nous fait un compliment, voilà, plein de situations possibles qui font qu'on peut se sentir redevable. Personne ne doit du sexe à personne et nous ne sommes pas redevables. C'est un concept qu'on appelle la dette sexuelle. Vous avez peut-être vu passer des vidéos sur les réseaux sociaux justement qui parlaient de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet si ça vous intéresse. Donc, il y a aussi dans cette partie-là, de consentement libre et éclairé, il y a aussi la notion de justement de substances chimiques qui, heu, qui entrent en jeu. Donc, si une personne est trop intoxiquée, à consommer trop de substances, elle n'est pas capable de donner un consentement libre et éclairé. Hem Parce qu'elle n'est pas consciente de la situation autour d'elle. Elle peut être, endormie, voilà, pas être consciente, en fait, tout simplement de l'instant présent. Il y a différents moyens de reconnaître, quand une personne est trop intoxiquée. Elle peut avoir des difficultés à s'exprimer, à se mouvoir, à se déplacer. On peut la trouver un peu somnolente, elle peut avoir des troubles de la mémoire, son jugement peut être altéré, voilà. Il suffit d'être attentif un petit peu à la personne qu'on a en face de soi, pour essayer de détecter, des signaux. Le consentement aussi est spécifique, donc comme l'a dit Julie dans la vidéo, consentir à une activité, ne veut pas dire consentir à d'autres activités. Donc si, la personne, qu'on a en face de soi a consenti pour, heu, un bisou, ça vaut juste pour un bisou et rien de plus. Consentir une fois, n'est pas consentir à chaque fois, ce qui fait du consentement, qu'il est réversible. On peut changer d'avis, avant, en cours de route, peu importe, le consentement est réversible dans tous les cas. Il y a plusieurs moyens de s'assurer si, le consentement est valable ou est toujours valable en communiquant toujours de façon calme et bienveillante. Donc là, on a un petit peu mis des questions qui pourraient servir, qu'on pourrait utiliser dans certains cas. Est-ce que tu aimes? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es d'accord si je fais ça? Voilà, on peut le demander vraiment de différentes manières. On peut l'exprimer aussi si on n'est pas d'accord, encore une fois, comme je l'ai dit, à tout moment. C'est possible, il faut surtout pas, hésiter et se sentir libre le plus possible d'exprimer son consentement ou justement son non-consentement. Hem, «Je ne suis plus, dans le mood, j'aimerais qu'on arrête», «Est-ce qu'on peut faire une pause? Est-ce qu'on peut reprendre plus tard?» Voilà, il y a tous les cas de figure, sont possibles. Hem et enfin, le consentement, doit être, informé. Donc informer justement, comme l'a dit Julie encore une fois dans la vidéo, au niveau, des risques de grossesse, au niveau des IST, des MST. Donc si on consent à une activité, protégée, bien sûr, ça veut pas dire qu'on consent pour une activité non protégée. Il y a un phénomène qui s'appelle le stilsing qui consiste à retirer le préservatif sans le consentement justement, hem, de l'autre personne, c'est une pratique évidemment, très problématique puisque, elle n'inclut pas le consentement de la personne en face. Donc voilà, maintenant qu'on a un peu, mis en lumière, nous, comment on aide les personnes à définir le consentement, on va parler justement à ce moment-là de la méthode, des 5D, de comment devenir un témoin actif, quand on assiste à, une scène de harcèlement dans la rue, une scène problématique en milieu festif. Donc dans un premier temps, on va parler du fait,
qu'il n'est pas toujours très facile, on ne se sent pas toujours apte, en tout cas, à témoigner à intervenir, pardon, quand on est témoin d'une situation de harcèlement. À votre avis, quel est le pourcentage de témoins réagissant à une situation de harcèlement? Est-ce que c'est 20%, 1% ou 5%? 1%, non, peut-être pas, 5%. 5%, ouais. 5%, donc c'est assez peu. Il y a différentes choses qui peuvent expliquer ça. Il y a en général, plus il y a de personnes qui sont témoins de scènes problématiques, moins il y a de personnes qui interviennent. Donc, d'abord par rapport à la dilution de la responsabilité, c'est-à-dire que on peut se dire pourquoi ce serait à moi d'intervenir et pas à quelqu'un d'autre, ce qui fait que chacun se repose un petit peu sur autrui et qui fait que on ne prend pas les devants. Il y a la prévention de l'évaluation aussi, on peut avoir peur de se tromper, avoir peur d'être jugé par les personnes autour. Il y a aussi l'influence sociale, donc c'est-à-dire on se dit si les gens autour de nous n'interviennent pas, c'est sûrement que c'est une erreur du jugement de ma part et qu'il n'y a pas de problème. Donc on peut éviter, quand on est un petit peu préparé, justement, quand on prend connaissance de la méthode des 5D, on peut justement contrer ces mécanismes-là. Voilà, alors les obstacles à cette prise de décision, ça peut être la peur de casser l'ambiance, la peur d'être ridicule, de se tromper, la peur de manquer de légitimité aussi. Donc, pour s'assurer que on n'a pas fait d'erreur de jugement, le plus simple est de demander à la personne qui vous semble être la victime si elle a besoin d'aide, si tout va bien, si la personne qu'on juge agressive, elle dérange la victime. Voilà, c'est un bon moyen de s'assurer qu'on a des raisons d'intervenir. Donc, la méthode des 5D, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui a été développée par l'association américaine OLAVAC, justement pour devenir témoin actif et lutter contre les violences sexuelles et sexistes en lieu public. Donc, les 5D, c'est pour 5 mots. Donc, le premier, il n'y a pas forcément d'ordre. Donc, le premier, c'est distraire. Ensuite, il y a déléguer, diriger, documenter et dialoguer. Donc, le premier, le premier des 5D consiste à distraire, donc c'est-à-dire on est témoin d'une situation de harcèlement, on peut s'adresser directement à la victime pour détourner l'attention en fait de la personne qui agresse en lui demandant une information quelconque, quelle heure il est, on peut lui demander une direction dans la rue, où se trouve tel lieu, telle rue, etc. Lui demander l'heure, je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit, lui demander si on a vu passer quelqu'un, voilà, on peut être créatif et trouver une manière de distraire. C'est un bon moyen de désamorcer la situation sans forcément s'impliquer dans le conflit. Voilà, pour le premier distraire. Le second, c'est déléguer. Donc, ça consiste en fait tout simplement à faire appel à une personne extérieure, une personne d'autorité. Donc, par exemple, si on est dans un bus, on peut s'adresser au chauffeur de bus. Si on est dans un festival ou dans une boîte de nuit, on peut s'adresser au personnel de sécurité. Dans un bar, à la personne qui tient le bar. Pour en fait demander de l'aide tout simplement et se référer à une personne qui est plus apte à désamorcer la situation. Le troisième, c'est diriger, donc en fait confronter la personne à la personne qui agresse à son comportement en lui faisant remarquer que ce qu'il ou elle fait n'est pas approprié. Donc par exemple,
assez simple. On est dans une boîte de nuit, on fait la queue pour aller au vestiaire ou peu importe, on est dans une boîte de nuit, on voit quelqu'un faire une remarque déplacée sur la tenue d'une autre personne. Du coup, avec ce troisième D, l'idée, ce serait d'aller voir la personne qui a fait la remarque et de lui dire c'est du harcèlement, ce que tu fais, c'est un acte qui est puni par la loi. Donc, arrête tout de suite. Il faut savoir que c'est la solution des 5D qui est la plus dangereuse, entre guillemets, puisqu'on s'implique et on confronte directement la personne qui agresse. Donc, avant de recourir à cette solution, l'idée, c'est aussi de s'assurer que soi-même, on est en sécurité, de ne pas rajouter une problématique en plus à la situation pour éviter que ça dégénère, hein, bien sûr. Ensuite, le 4e D consiste à documenter la situation si on est témoin et qu'il y a déjà des personnes qui interviennent. Donc, déjà, l'idée de documenter, c'est d'avoir un support si la victime souhaite par la suite recourir à la justice, porter plainte. Il vaut mieux, si on y pense, essayer de faire en sorte que tout soit identifiable sur la vidéo, donc c'est-à-dire l'heure, la date, le lieu, que les personnes aussi sur la vidéo soient identifiables pour que ce soit un document vraiment fiable auquel on peut recourir. À noter sur lequel on peut s'appuyer, et à noter que ce document ne doit être utilisé que si la victime décide de porter plainte ou de l'utiliser. Et que voilà, sans son consentement, bien sûr, on s'en sert pas. On respecte la décision de la victime si elle ne souhaite pas recourir à ce document, porter plainte, et on la force pas à quoi que ce soit. C'est vraiment, encore une fois, une aide au cas où la victime en a besoin par la suite. Et enfin, le dernier point, c'est dialoguer. Alors, il peut arriver, comme on l'a vu tout à l'heure, ou pour plein d'autres raisons, qu'on n'ait pas pu intervenir, soit parce que donc on ne s'est pas senti capable, on a senti que c'était trop dangereux pour nous, on n'a pas eu le temps aussi parce que parfois les situations se passent vraiment de manière très très rapide, très furtive. Donc dans ce cas-là, on peut toujours intervenir après en dialoguant avec la victime, en lui demandant si elle a besoin d'aide, si elle veut qu'on l'aide à porter plainte, si elle a besoin d'un verre d'eau. Voilà, l'idée c'est d'être à l'écoute, d'apporter son aide si la personne en a besoin, et surtout, encore une fois, ne pas forcer si la victime ne souhaite pas d'aide, souhaite rester seule, on respecte son choix. Et nous, chez Consentis, on aime bien rajouter justement un 5e point, enfin un 6e point du coup, un point bonus par rapport à cette question du consentement de la victime. Quand on intervient quand on est témoin d'une scène et qu'on décide d'intervenir, il faut bien avoir l'idée que on met son ego de côté et que on est vraiment là pour apporter une aide, une écoute, et pour voilà, essayer de promouvoir enfin, de lutter contre les violences au mieux, sans voilà, attendre forcément en retour quelque chose de la part de la victime, attendre une récompense, attendre de la reconnaissance. Voilà, on est vraiment là pour, si on est témoin et qu'on décide d'intervenir, on est vraiment là pour aider la victime, l'écouter, et pas voilà, prendre les choses personnellement. Notamment dans le cas d'un refus d'aide, voilà, c'est pas quelque chose à prendre personnellement. Voilà pour les 5D. Ensuite, je pense qu'il est important aussi d'aborder le point de la parole des victimes et de comment recueillir la parole d'une victime quand on est confronté à une agression. Donc toujours, bien sûr, croire le récit, l'écouter et ne pas déformer les propos, que ce soit dans un sens, dans un autre, ne pas minimiser, ne pas amplifier. Essayer de soutenir la personne autant qu'on peut, essayer de manifester de l'empathie, surtout de déculpabiliser, et
de rediriger vers des personnes qui sauront prendre en charge la victime de façon professionnelle. Si on est victime, alors là, je vais pas diffuser la vidéo parce que j'ai peur de prendre un peu trop de temps. Mais si on est soi-même victime, on peut essayer de prendre connaissance des éléments, des réactions qu'on peut avoir, même si bien sûr sur le moment c'est toujours on réagit beaucoup plus avec l'instinct que avec notre réflexion. Donc voilà, on communique sur ça, mais voilà, chacun fait comme il peut. Donc pendant l'événement, si on est victime, ce qu'on peut faire, c'est répondre à la personne qui agresse dans la mesure du possible, essayer de mobiliser les personnes autour et appeler à l'aide les professionnels. Après l'événement, c'est important de mettre des mots si l'on peut, d'essayer de déculpabiliser le maximum, parce qu'on le rappelle, les victimes ne sont jamais coupables des agressions dont elles sont victimes. En parler, ça aide aussi souvent. Signaler l'acte et porter plainte aussi, ça peut être une solution. Mais à savoir que voilà, enclencher une procédure, c'est quelque chose de lourd et de compliqué. Donc, faut vraiment le faire si on. Voilà, faut pas se forcer. Donc, on peut se faire accompagner par des associations d'aide aux victimes. On peut en identifier proche de chez soi. Donc, on peut chercher des centres d'information des droits des femmes et des familles autour de chez soi. On peut aussi faire appel à France Victimes et se rendre au service gynécologique de l'hôpital ou au planning familial pour le côté médical, la prise en charge médicale. Et voilà, donc porter plainte si la victime le souhaite aussi, ça peut être une des démarches à la suite d'une agression. Ouais, donc comme je l'ai dit, porter plainte, c'est ouvrir une procédure et donc c'est quelque chose d'assez lourd, à savoir que les forces de l'ordre sont obligées de recevoir une plainte, que c'est plus on a de preuves, mieux c'est, d'où le 4e D documenté de la méthode des 5 D. On peut porter plainte dans un commissariat, à la gendarmerie ou en écrivant au procureur de la République, et on peut également faire un signalement en ligne. Donc, je le répète, porter plainte n'est pas un acte banal. La procédure peut être difficile à vivre et si la personne victime souhaite porter plainte, il est important de l'accompagner dans les démarches et respecter sa décision, auquel cas elle souhaite ne pas porter plainte. Et je vais finir sur une touche un peu plus légère. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les milieux festifs notamment, le harcèlement sexuel peut être souvent confondu avec la drague. Et voilà, quand on se renseigne un petit peu sur le consentement, quand on est sensibilisé à cette notion, on peut parfois être un peu perdu. Donc, on aime bien, nous, donner des conseils pour draguer, voilà, des étapes assez faciles à suivre. Donc, dans un premier temps, on vérifie la disponibilité de la personne en face. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, si elle est trop intoxiquée, elle ne sera pas apte à donner un consentement libre et éclairé. Donc on laisse tomber. Si on juge que c'est OK d'entamer une interaction avec la personne, ben voilà, c'est OK, mais si on voit qu'en cours de route, la personne arrête d'interagir, on s'arrête. Si c'est OK, on peut continuer et dans ce cas-là, du coup, passer à la 2e étape de demander le consentement. Donc voilà, tu veux danser, on discute, ça te dit d'aller boire un verre, est-ce que tu es d'accord? Ensuite, on écoute la réponse. Oui, non, peut-être, donc non, voilà. Et enfin, on respecte bien sûr la réponse de la personne en face. On la respecte, on la reçoit dans la bienveillance sans essayer de prendre les choses personnellement. Voilà. Et je pense que c'est tout pour cette présentation. Je n'ai aucune idée de si j'ai respecté le temps ou pas, si j'ai dépassé, si je suis allée un peu plus vite. Non, c'est très Parfait. bien.
C'est Ok. très bien, t'inquiète. Merci beaucoup, Charlotte. Voilà. Et tout à l'heure, je voulais dire que j'aime beaucoup les playlists de Ouais, Consentis que je ouais. vous conseille à toutes. Super, voilà, super écoute pour travailler, pour danser, pour plein de choses. Elles sont vraiment bien. Voilà, c'était juste la petite remarque. Bah, merci beaucoup Et pour cette présentation. pour repréciser, les playlists, c'est des playlists avec des artistes, enfin, pour inclure plus de diversité dans les noms D'accord. d'artistes, c'est ça? D'accord, Ouais. génial. Et ben, du coup, je vais passer à Mélanie. Alors, attendez, je reprends. Donc, pour compléter un petit peu, justement, on est aussi avec Mélanie Suas de la Fondation des femmes et du programme Stand Up. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est que ce programme? En quoi c'est complémentaire avec ce que fait Consentis? Je sais qu'il y a une petite vidéo de présentation. Je ne sais pas s'il est prévu de la diffuser. Il est possible que soit je peux vous le mettre en lien dans les Oui, commentaires. c'est pas obligatoire, hein, Non, mais elle est super chouette. ouais. Ou alors, oui, ou alors vous Tu peux partagez mon partager, écran. en fait, ouais, Mélanie, j'ai activé l'option tout le monde peut partager son écran. Donc, tu Bah, peux partager ton écran si tu veux chercher la vidéo. je vous fais ça de Merci. suite. Hop. Vous voyez tout bien mon écran? Vous voyez tout bien l'écran? C'est bon. Ok. Juste, il n'y a pas le son, mais... Ah. Je suis désolée que vous n'ayez pas le son. Je ne comprends pas. Des fois, ça fonctionne et c'est là où ma limite technique arrive. C'est pas parce qu'il y a C'est pas parce qu'il y a quoi? le casque, non? Bah, écoutez, j'enlève le casque. Comme ça, si vous l'avez par mon micro, c'est super. Et comme ça dure qu'une minute, je me suis permis de recommencer depuis le début avec les sous-titres. Nous en sommes témoins, partout, à n'importe quel moment. 80% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics, comme un commentaire suggestif, un geste déplacé, un contact inapproprié ou même se faire suivre. C'est une atteinte à notre dignité. Nous en sommes témoins. Et souvent, nous ne disons rien et détournons le regard. Peut-être parce que nous ne savons pas quoi faire. Comment aider, comment combattre cette situation? Le moment est venu de réagir et de lutter ensemble contre le harcèlement de rue. Chacun d'entre nous fait partie de la solution. Excusez-moi, je vais payer mon verre. C'est à toi? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Je cherche cette adresse. L'Oréal Paris, l'ONG Right to Be et la Fondation des femmes s'unissent pour apprendre aux hommes et aux femmes comment lutter contre le harcèlement sexuel dans les lieux publics, grâce à des actes simples mais déterminants. Apprenez à réagir sur standup-france.com. Agissons ensemble contre le harcèlement de rue. Et c'est là où je découvre que Olabac a changé de nom. Charlotte, je ne savais pas si tu le savais. Oui, j'ai vu ça, mais je l'ai vu il y a genre un jour. Ouais. Donc, Olabac, qui a créé la méthode des 5D, s'appelle maintenant, attention mon accent, Right to Be. Donc, en fait, comme vous avez pu le voir, stand-up, contrairement à ce que Charlotte vous a présenté, qui est une formation complète, enfin, là, on ne vous a pas fait une formation complète, mais en tout cas, qui parle de tous les aspects qui sont liés aux violences sexistes et sexuelles qu'une femme peut subir. Et on a fait rapidement le large panel. Nous, on s'est concentré essentiellement sur le harcèlement de rue. Et on a décidé, enfin, c'est surtout ce qu'on propose, on appelle ça formation, mais pour les professionnels de l'égalité femmes-hommes et de lutte contre les violences, c'est plutôt une sensibilisation.
Et en fait, notre objectif, c'est vraiment de réfléchir à l'angle des témoins qui peuvent réagir quand ils voient une situation de harcèlement de rue et qui les identifient facilement. Et en fait, la formation stand-up, elle dure à peu près 1 heure 10, et elle se déroule en 4 étapes. La première, c'est on redéfinit tous ensemble le harcèlement de rue. La deuxième, on explique le coût du harcèlement de rue pour les femmes, le coût psychologique, quand on réfléchit à la tenue qu'on va porter, l'itinéraire que l'on va prendre, les amis avec qui on est, le verre qu'on boit ou pas, l'heure à laquelle on part, sur des métros ou pas, le coût financier. Il est une certaine heure, je pense que je vais prendre un Uber plutôt que de prendre le métro parce qu'à cette heure-là, je ne me sens pas en sécurité dans l'espace public. On aborde en fait toute cette situation pour montrer qu'en fait le harcèlement de rue, c'est pas juste un problème lié à une interpellation sonore dans l'espace public, que ça a vraiment une incidence et que c'est normal de le ressentir aussi comme ça. Ensuite, on aborde la question des 5D, hein, donc diriger, distraire, dialoguer, documenter et déléguer. Et pour finir, en fait, on fait des mises en situation. Et je dirais que c'est là où stand-up est le plus intéressant, c'est qu'on a eu les moyens de L'Oréal Paris qui ont fait une tonne de vidéos. Je vais vous le remettre dans le chat. Ça s'appelle standup-france.com. Et en fait, quand vous allez sur le site, évidemment, on vous parle, on vous redonne les informations sur le harcèlement de rue, etc. Mais surtout, vous avez la possibilité d'avoir différentes situations quand on fait du sport, quand on est dans un bar, quand on est dans la rue, quand on est dans le transport public. Et en fait, pour chaque situation, il vous propose une vidéo où vous pouvez dire « Tiens, ben là, moi, je me sens plus à l'aise pour dialoguer ». Donc, dialoguer étant le D qui se passe après l'action pour aller voir la personne qui a été victime de harcèlement. Par exemple, moi, quand j'ai commencé la formation stand-up, enfin, à coordonner la formation stand-up, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise avec distraire. Moi, il m'est arrivé souvent dans la rue de dire à des femmes « Hey, salut, comment tu vas ?» etc. Et même quand elles ne me reconnaissaient pas, mais je me demandais ce que c'était diriger, parce que diriger, c'est vraiment le D le plus difficile en France. Donc, je suis allée faire tous les scénarios et j'ai choisi l'option D de diriger pour voir comment ils avaient mis en scène le diriger dans un bar. Et le diriger dans un bar, c'est tu vois bien qu'elle ne te parle pas, laisse-la tranquille et se tourner vers la personne et dire « Est-ce que tu veux venir boire un coup avec nous ?» En fait, ce n'est pas forcément quelque chose d'agressif. Moi, j'imaginais que le dé de diriger, c'était forcément agressif, que je devais mettre un coup de boule, qu'il fallait que j'ai fait beaucoup de Krav Maga. Et donc, ça me mettait beaucoup de pression. Et une fois que j'ai compris que c'était ça, eh ben, ça m'a beaucoup aidé pour distraire, notamment quand les femmes que je suis allée voir, je me souviendrai toujours, une femme dans la rue, elle se fait prendre par la mâchoire par son compagnon. Et je ne comprends pas très bien les signes. En tout cas, moi, les signes m'ont envoyé, me disent il ne lui parle pas très bien. Et donc, je fais hey, salut, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas. Ça te dit qu'on aille boire un verre? Et elle me fait je ne te connais pas. J'aurais pas fait stand-up, j'aurais pas fait les dirigés. Je me serais pas, j'aurais pas respiré un bon coup et je lui ai dit bah, écoute, ton copain, il n'a pas l'air très sympa. Si tu veux, on part ensemble. Et là, elle m'a dit non, non, t'inquiète, c'est un jeu entre nous. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, ça m'a intéressée parce que je n'ai pas eu peur. J'ai fait distraire et j'ai pu enchaîner. Et c'est comme le dé de délégué, ça m'a permis un jour d'appuyer sur un interrupteur dans une station de métro. Vous savez, on voit souvent que sur les quais, il y a un interrupteur. Enfin, il y a je dis un interrupteur, c'est nul, on dirait une vieille. Il y a un interphone. Un interphone, c'est mieux qu'un interrupteur. De cliquer sur un interphone pour dire écoutez, là, je vois quelque chose, parce que ça te permet, une fois que tu connais les 5D, d'être sûr de toi. Et dans la formation stand-up, on parle de ce fameux effet témoin, qui est que plus on est nombreux autour de la scène, moins il y a de gens qui interviennent. Par contre, s'il y a une personne qui dit aux autres aidez-moi, on va aller les soutenir, etc., ça casse de suite l'effet témoin. Et donc, en fait, le fait de le savoir, de savoir qu'en fait, ce n'est pas de notre faute toutes les fois où on a vu
qu'on n'était pas disponible ou qu'on n'a pas osé réagir, eh ben ça permet de casser pour la prochaine fois. Et ce que j'aime bien aussi avec les 5D, c'est qu'on peut être hyper courageuse toute l'année et être témoin d'une scène de harcèlement de rue le jour où on n'en peut plus, quoi. On est fatigué. Et ben ce jour-là, au lieu de prendre le dé de diriger, au lieu de prendre le dé de déléguer, et ben on va prendre le dé de dialoguer. Parce que c'est juste ça qu'on a en nous ce jour-là. Et puis un autre jour où on se sent hyper courageux, on va diriger. Un autre jour, on a de suite la phrase top pour demander son chemin. Et donc on va distraire. Et ça, les 5D, en ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, dans le stand-up, c'est une espèce de sensibilisation d'une heure, 1h15, qui va creuser un peu les 5D et qui va vous mettre en situation. Voilà. Ah, Vous avez... Oui, pardon. non, mais c'est aussi une formation qui est gratuite et qui, quand vous contactez stand-up, je le mets aussi en commentaire, standup@fondationdesfemmes.org, vous pouvez en organiser une. Vous les contactez et ça met un peu de temps, mais vous pouvez en organiser une dans votre asso, dans votre école, dans l'école, partout où vous avez de l'espace et vous considérez qu'il est nécessaire d'être au minimum sensibilisé, parce que ça peut être une première étape pour aller ensuite payer une formation chez Consentis pour qu'on creuse d'autres questions. Et vous avez formé combien de personnes pour le moment? Et est-ce que ça implique, je ne sais pas, par exemple, des gens de la RATP ou d'entreprises qui sont en contact avec des publics qui se déplacent dans l'espace public? On a formé de mars 2020 à décembre 2021, à mars 2022, donc en 2 ans, 29 000 personnes. 29 000 personnes ont suivi la formation d'1h15, soit à distance, soit en présentiel. Là, il s'avère que la RATP est en train de monter sa propre application, dont j'ai oublié le nom, mais qui a prévu pour que l'espace public soit plus serein. Donc, on a formé aussi les agents. Alors, la RATP, je dirais que c'est l'une nos entreprises les mieux formées pour les questions des violences faites aux femmes, parce qu'en fait, ça leur arrive tellement souvent d'être témoins de choses un peu atroces qu'en fait, ils ont mis en place des systèmes avec des commissariats, mais leur équipe est immense, donc ils sont en train de les former. Donc, nous, on a formé toute une équipe de gens de la RATP qui sont allés pendant la semaine, autour du 25 novembre 2021, donner des flyers, aller discuter avec les gens dans le métro. Pendant une semaine, on les a formés pour leur dire, attendez, voici comment vous devez aborder les 5D. Et surtout, comme disait Charlotte, pas de pression suivant le retour que les gens peuvent faire. Et c'était pas des flyers, mais c'était des marque-pages pour que justement ça ne soit pas jeté. Et que les gens, en fait, il y a un QR code et tu peux le scanner, tu arrives sur le site. Parce que là, je vous ai parlé des formations faites par les formatrices professionnelles, mais si tu es déjà sensibilisé, tu peux faire toutes les simulations et t'auto-former en 10-15 minutes sur le site. Pour te donner un ordre d'idée, Pauline, on a dû former à peu près 10 000 jeunes, c'est-à-dire les moins de 25 ans. On a formé à peu près 10 000 personnes ce qu'on appelle les grands publics. C'est-à-dire qu'on a mis des sessions libres dans le grand public et 9 000 collaborateurs dans les entreprises qui ont une ligne RSE. Et donc, ils ont profité de la gratuité du programme pour commencer à travailler dans leur entreprise la question du harcèlement. Et des fois, on les a orientés ensuite vers des associations qui peuvent faire des formations sur le harcèlement en entreprise. Ok, merci beaucoup pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans les participantes? S'il n'y en a pas, moi j'en ai d'autres, mais on va peut-être donner la parole aux personnes qui participent à cette conférence. N'hésitez pas à prendre la parole en désactivant votre micro. Enfin, en l'activant plutôt. Je crois qu'il y a une personne. Non.
Moi, j'avais d'autres questions, donc si je peux les poser le temps que quelqu'un en ait une autre. Déjà, est-ce que vous avez l'impression quand même que ce sujet maintenant est vraiment légitimé à la fois par les institutions et par les gens? Parce que moi, j'ai l'impression que à peu près en 2014-2015, où le sujet a commencé à émerger avec des Tumblr et des gens qui se sont emparés du sujet, moi, j'ai l'impression que, j'ai fait mes premiers articles un peu sur le sujet à cette époque-là et j'ai l'impression que les gens découvraient la Lune, quoi, surtout les hommes, et qu'on me demandait souvent, mais vraiment, et en fait, il fallait être hyper graphique et raconter des expériences hyper traumatisantes pour qu'on croie les femmes, ce qui est terrible et ce qui est sûrement encore le cas dans plein de domaines. Mais est-ce que vous avez l'impression justement que le sujet est plus légitime dans l'espace public et médiatique? Est-ce qu'il y a des limites à ça? Et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, donc quelques années après l'émergence de ce sujet? Charlotte, si tu veux, je commence et après, toi, tu complètes. Moi, du positionnement de stand-up comme aspect de sensibilisation, ce qu'on a pu voir, c'est que, premièrement, en 2020, il y a eu beaucoup d'articles qui ont traité du harcèlement de rue parce qu'en fait, les journalistes se sont rendus compte qu'il y avait plus de plaintes, plus en tout cas de signalements de harcèlement de rue, alors qu'on était confinés. Et en fait, tout d'un coup, ça a fait émerger l'idée que le harcèlement de rue n'était pas lié au fait qu'on ait croisé un gros relou et qu'on n'a pas eu de bol, mais bien au fait qu'il y ait des gens qui, normalement, devaient être confinés chez eux et qui sont sortis pour aller, et je vais le dire tel que je pense, emmerder des nanas. Et suivant leur comportement, le panel était large. Et nous, en fait, d'habitude, on est dans l'espace public. Et là, on n'y était plus les témoins, les gens qui peuvent dissuader du fait qu'ils soient présents dans l'espace public. On n'y était plus. Donc, en fait, les victimes de harcèlement, elles n'avaient plus de barrage et eux, en tout cas, avaient moins de freins. Donc, en fait, les journalistes, en 2020, c'est comme s'ils découvraient 7 ans plus tard les articles que tu avais écrits pour dire « Ah ouais, quel phénomène !» Et ça, c'était assez intéressant, notamment les entreprises. Nous, nous avons beaucoup contacté derrière ça. Et la deuxième chose qui est intéressante avec les 5D, qui me rend assez optimiste, c'est que comme la position est de témoin, on ne peut pas dire aux hommes que c'est une... il y a souvent cette position de se dire « je ne suis pas la victime », puisqu'on sait que 90% des victimes sont du genre féminin, pardon. Je ne suis pas la victime, donc je n'ai pas besoin d'être formée pour ça. Or, on est tous témoins, quel que soit notre genre. Et là, on les embarque avec nous sur stand-up. Mais bon, là, c'était une version très optimiste parce qu'il faut quand même dire qu'on a un seuil, on n'arrive pas à le dépasser, de 15% d'hommes dans nos formations et on a formé des entreprises dans le BTP. Mais Charlotte, c'est à toi, je pense que tu as des données beaucoup plus précises. Franchement, sur l'évolution de la situation, pas tellement. J'ai pas de chiffres ni quoi que ce soit, mais en tout cas, de ce que je peux dire, moi personnellement, voilà, à travers mon expérience personnelle et aussi au sein de Consentis, ce que je peux dire, c'est que oui, il y a des notions qui ont été que les gens se sont appropriés. Voilà, le consentement maintenant, voilà, on en entend beaucoup parler. Et je pense que c'est quelque chose c'est une notion qui est, même si c'est pas vraiment creusé, tout le monde sait ce que c'est, à quoi on fait référence quand on parle de consentement sexuel. Voilà, le harcèlement de rue, c'est pareil. Après, je trouve que ce qui est difficile, c'est, oui, OK, on a posé ça, mais après, c'est de faire en sorte que les gens se sentent vraiment, justement, concernés et notamment, du coup, les hommes. Parce que c'est toujours, on a l'impression, que c'est toujours quelque chose d'extérieur à eux. Et je trouve que c'est un peu cette remise en question-là qui est difficile. Par exemple, je vais prendre un exemple concret de là, tout de suite. Bon, OK, il y a pas beaucoup de participants étudiants, mais il me semble, si je me trompe pas, qu'il y a que des filles. Donc Oui, on a toujours eu que, on a toujours eu que des filles depuis le début. Voilà.
Voilà. J'ai écouté aussi dernièrement une intervention d'une philosophe euh, féministe qui s'appelle Manon Garcia et qui a écrit notamment sur le consentement et qui disait justement que quand elle a sorti un nouveau livre à la rentrée, là, en septembre dernier, et elle disait que voilà, le gros enjeu avec son éditrice juste avant la sortie du livre, c'était de trouver en fait un titre de livres qui pouvaient faire en sorte que ben voilà, d'attirer des lecteurs masculins pour qu'ils se sentent concernés aussi par cette question. Donc voilà, je pense qu'il y a un premier travail on a levé le voile un petit peu sur une question et sur des notions qui n'existaient pas avant dont on ne parlait pas et qui n'étaient pas, sur lesquelles la parole n'était pas libérée, etc. Mais voilà, je pense que maintenant, il y a aussi un travail plus en profondeur à faire, de vraie compréhension des enjeux, des systèmes et aussi de remise en question. Voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais voilà. Je voulais aussi dire qu'en termes d'évolution, par rapport à 2014, en 2018, on a eu quand même la création de l'outrage sexiste. Ce n'est pas un miracle, hein. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait déjà une étape Oui, c'est ça. légale, enfin, une façon de dire il m'est arrivé ça, et pour celles qui assistent à la conférence, il faut savoir que les conditions pour avoir droit à l'outrage sexiste sont hyper galères. Mais le fait que ça existe, c'est vraiment une première étape pour dire voilà, le harcèlement de rue est reconnu aussi d'un point de vue légal comme une nuisance, quoi. Carrément. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participantes? Sinon, je continue. Oui, aussi. Sinon, moi, je voulais dire juste, si je peux dire un mot? Oui, bien sûr. Oui, juste par rapport à cette question des 5D, les limites qu'on peut voir à ça, effectivement, ça a progressé, etc. Enfin, ça, comme les violences sexuelles en général, je veux dire, une prise de conscience de la société, le changement des hommes cis hétéros, tout ça, ouais, effectivement, ça, il y a encore un peu de boulot. Mais je trouve aussi juste la limite sur stand-up, c'est que parfois, je trouve qu'il y a des entreprises qui se disent ah, on a fait stand-up, c'est super et tout ça, alors que c'est quand même juste, même si je trouve que les 5D, c'est super et tout ça, mais c'est pas non plus, c'est pas du tout suffisant, quoi. Enfin, il faut faire attention, voilà, c'est juste un petit peu de sorte de féminist washing parfois qui est fait un peu par les entreprises ou quoi, où ils font un petit truc d'une heure et se disent ça y est, je vais lutter. Non, enfin voilà, c'est juste la limite un peu que je vois à ça, quoi. Faites un premier pas, quoi. C'est pas une fin en soi. Non, mais en tout cas, les personnes qui s'occupent de la RSE ou qui s'occupent de la RH ont bien conscience que ce n'est pas ça qu'elles voudraient traiter. Elles, à la base, ce n'est pas une formation sur le harcèlement de rue qui les intéresse. Elles veulent traiter la question du harcèlement de rue dans l'entreprise, le harcèlement dans l'entreprise ou les agressions dans l'entreprise. Oui, à la RATP, j'avais lu, justement, c'est pour ça que ça m'a un peu étonnée. Enfin, j'ai trouvé ça marrant, la coïncidence que tu parles de la RATP, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article qui parlait justement de harcèlement à l'intérieur de l'entreprise et des femmes qui avaient témoigné. Parce qu'en fait, en travaillant avec les entreprises, tu te rends bien compte que celles qui travaillent sur le sujet, elles ont, par exemple, à la RATP, Sandrine Charnos, pour juste la nommer, pour celles qui travaillent dans le milieu, ils ont mis en place tout un process en interne pour les salariés entre eux en cas d'agression et de harcèlement, et envers les clients, enfin, et les passagers. Et en fait, le frein, ce n'est pas mes interlocutrices qui vont mettre en place stand-up pendant 1h15. Le frein, c'est tous ceux qui leur empêchent de leur faire des formations et de former tout le monde parce que c'est trop coûteux. Et donc, moi, ce que j'ai vraiment travaillé avec toutes les... parce que c'était majoritairement des femmes, hein, les femmes que j'ai eues dans les entreprises, c'est de leur dire, ça, c'est votre première étape, mais surtout, ça veut dire que si vos patrons, toujours ce rapport, vos patrons ont dit OK pour une formation gratuite, peut-être que pour 1 000 €, ils accepteront une formation plus détaillée sur un sujet qui peut être complémentaire sur les violences sexistes et sexuelles dans l'entreprise. Et vraiment, mais ça, ce n'est pas une conversation que je mets dans mon bilan officiel sur stand-up, parce que ce n'est pas l'objectif premier de stand-up. C'est plutôt comment toi, tu vas te servir de ce truc qui est bien fait et qui parle bien à ce monde de communication, des fois superficielle,
mais parce que L'Oréal a donné les codes de l'entreprise à la formation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Moi, je... Oui. Non, personne. Oui. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir si dans les participantes qui assistent à la formation, juste en levant la main ou en utilisant un smiley, s'il y a des personnes qui auraient envie de mettre en place la formation stand-up qui est gratuite avant de pouvoir débloquer des fonds pour faire une formation plus approfondie. Voilà. Ben, moi, je l'ai suivie, je l'ai trouvée super intéressante. Alors, j'ai suivi juste, j'ai pas fait le truc en entier. Enfin, s'il y avait une proposition, c'est de suivre soit les vidéos, soit de suivre l'heure de formation. J'ai pas eu l'occasion encore de suivre l'heure de formation, mais je trouvais ça hyper didactique. Enfin, je trouvais ça bien fait. Donc, parce que du coup, l'objectif après, ce serait de le mettre en place auprès de quel type de public, du coup. C'est gratuit, donc c'est auprès de tout le monde. Ok. L'objectif, c'est peut-être même d'aller dans des espaces où on ne pense pas s'en Mm. servir. Et encore une fois, si ça ouvre des portes, essayez de compléter avec des formations payantes où là, vous avez accès à d'autres choses comme le consentement qui est beaucoup plus développé que ce qu'il n'est développé dans le stand-up. Mais c'est utilisez cet outil qui semble simple Ok. pour... Parce que du coup, je me suis inscrite comme bénévole à la Fondation des femmes. Et j'ai pas encore, enfin, juste là, il y a une semaine. Et du coup, j'ai pas encore vu exactement quel type d'actions peuvent être menées. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui pourrait être associé, ça, oui, ça m'intéresserait. Ouais. Super. Normalement, vous allez bientôt recevoir un mail. Ok. Et sur le sujet du consentement en milieu festif, comme il y a pas mal d'étudiants qui ne sont pas forcément francophones, qui sont concernés, enfin qui sont le public de la MIE aussi. Je ne sais pas si tu connais Charlotte, mais il y a un flyer qui s'appelle Rave Ethics, mais qui date un peu, il me semble. Ok, ça me dit rien là comme ça. Je vais le mettre en lien parce qu'en fait, moi, j'avais fait un papier dans Trax, pareil, 2015, dans ces eaux-là, sur le consentement en soirée. Et à l'époque, il n'y avait vraiment pas grand-chose, quoi. Et il y avait donc ce flyer qui est fait, je crois, par des Canadiennes, qui s'appelle Rave Ethics. Et c'est un flyer, en fait, qui explique en anglais le comportement à adopter. Par exemple, il ne faut pas aller déranger quelqu'un qui danse toute seule, quelqu'un qui danse tout seul et qui a visiblement pas envie d'interagir. Il faut évidemment pas... il faut évidemment faire attention au fait qu'une personne est sous l'effet d'un produit, etc. Je vais vous le mettre dans la discussion. C'est un PDF. Hop. Mais ça date un peu, quoi. Mais au moins, c'est une ressource en anglais, quoi. Après, nous aussi, on a des flyers, peut-être que je pourrais les faire passer, Ouais. avec des slogans en anglais. Ben, en gros, les affiches, les flyers qu'on met à disposition gratuitement sur le site de Consentis existent aussi en anglais. Ils sont français, anglais, les deux. Ouais. Ça marche. Mais oui, moi, comme j'ai coordonné une campagne à Ici c'est cool dans le milieu festif, je connais bien le milieu festif. Et c'est vrai que, franchement, oui, en 2015, il n'y avait pas encore grand-chose qui s'est fait. Les gens ont commencé beaucoup à se bouger. En 2017, l'été 2017, il y a eu pas mal d'articles sur le sujet, MeToo et tout ça. Et voilà, à partir de 2018, quand Consentis est né, Ici c'est cool, c'est 2019. Voilà, ça commence à se bouger un peu dans le milieu festif, mais c'est quand même récent. Et je dirais qu'avant, c'était plus, enfin, je sais pas, peut-être Charlotte est connue mieux que moi, mais il me semble que c'était plus peut-être dans le milieu un peu club, milieu peut-être un peu plus underground quand même, où il y avait quand même cette culture safe plus importante dans le milieu LGBT, bien sûr, et tout ça. Et que voilà, maintenant, ça commence à infuser sur des festivals hyper grand public et tout. Oui, bien sûr.
Et du coup, petite question, excusez-moi, je voulais juste savoir en termes d'implication pour du bénévolat à Consentis ou du coup à la Fondation des femmes en lien avec Stand Up, combien de temps ça représenterait, quel type de profil vous recherchez et comment on pourrait s'impliquer, qui contacter. Enfin, voilà, du coup, c'est une thématique, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et moi, je travaille autour de la santé de la femme aussi. Et du coup, voilà, je voudrais savoir un petit peu, mais c'est vrai que la semaine, je suis prise, donc ce serait plutôt pour une implication ponctuelle. Et donc voilà, je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais... Mélanie, je commence. Ok. Donc nous, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Voilà, du moment que tu intègres l'association et que ton côté t'es recruté, tu peux t'investir comme tu le souhaites. Il y a des personnes qui, par exemple, ne participent qu'au stand qu'on fait dans les boîtes de nuit, dans les soirées, dans les festivals, le week-end, donc le soir. Il y a des personnes qui mettre leurs compétences professionnelles au service de l'association. Par exemple, je ne sais pas moi, des gens qui travaillent dans la communication, qui font les visuels des publications Instagram. Voilà, Ok. c'est vraiment très vaste et chacun participe comme il le peut, comme il le veut et il n'y a aucune obligation. Ok. Pour la Fondation des femmes, c'est à peu près la même chose. En fait, c'est juste que les missions vont être peut-être moins larges qu'à Consentis, parce que, par exemple, la communication, elle est déjà gérée par une équipe de com, mais si on fait des événementiels, on va mobiliser beaucoup. Ça va être plutôt sur des événementiels, sur la com. Je mets en commentaire, au cas où tu n'aies pas de mail dans les prochains jours, le nom de la chargée de mobilisation des bénévoles et son numéro de téléphone. Et je vous rassure à tout le monde, c'est sur le site internet aussi, donc c'est libre d'accès. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur, je sais que ça se réunit régulièrement pour réfléchir aussi sur des projets. Pour stand-up, jusqu'à présent, l'équipe, elle travaillait avec une salariée et des volontaires en service civique, mais ça peut changer. Ça dépend. Mais encore une fois, la Fondation des femmes, elle n'a pas de projet en elle-même. Elle a des événementiels pour récupérer de l'argent, comme récolter des serviettes hygiéniques, comme récolter des dons. Et il y a stand-up, en gros. Donc, nous, donc les bénévoles, c'est assez encadré. En fait, Rama, elle pourra tout te dire. Je ne sais pas pourquoi je voulais faire son boulot. Tu verras, elle est extraordinaire. Ça marche, merci. Super. Eh bien, je propose qu'on conclue, à moins qu'il y ait encore d'autres questions. Ouais. Moi, je vais vous mettre dans la conversation le mail de Consentis au cas où vous voulez les contacter. Ouais, ok. Lucie, on t'entend pas, il faut débloquer. Oui, pardon. Ouais, pour ceux qui nous regarderaient, parce que vous n'allez pas avoir accès au chat, du coup, vous pouvez aller sur la page, tu disais, Mélanie, donc sur la page mobilisation du site internet, ils vont vous donner les coordonnées. Voilà, si vous voulez devenir bénévole à la Fondation des femmes. Et pour Consentis, enfin, de toute façon, je pense que vous pouvez aussi leur envoyer un mail. Après, si vous avez envie de faire du bénévolat, je pense que voilà, pour bien connaître les deux organisations, Consentis, on est quand même plus dans le festif, le monde de la nuit. Voilà, si vous avez plus une appétence musicale à sortir, je vous conseillerais quand même plus Consentis. Et la Fondation des femmes, ça va être plus voilà, pour aider sur des grands événementiels. C'est assez différent, je pense. C'est deux formes de bénévolat qui sont quand même toutes les deux assez différentes. Et Consentis, c'est une asso, je pense, peut-être un peu plus, avec un peu plus de gens jeunes. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Non, mais je ne suis pas du tout en train de défendre Consentis, mais je pense que les deux bénévolats peuvent être très bien. Ils sont juste différents. Ok. Du coup, on conclut? Bien sûr, Pauline, je te laisse conclure.
Merci. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour votre présence. Et donc, j'espère que cette vidéo pourra circuler pour que les gens aient accès à la présentation, enfin, aux différentes présentations, et puissent aller voir un petit peu plus loin sur les ressources de ces deux associations qui militent pour la prévention et la sensibilisation contre le harcèlement de rue et le harcèlement sexuel en milieu festif. Voilà, merci beaucoup Charlotte et Mélanie pour votre présence, et merci aussi aux participantes et à toutes les personnes qui se renseigneront en regardant cette vidéo. Merci beaucoup. Trop bien. Ouais, et juste pour finir, du coup, et après je vais arrêter l'enregistrement. Juste pour finir, voilà, on vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence qui sera le 18 mai, qui sera sur un corps à soi avec Camille Froide-Vautmetry, qui est une philosophe qui a beaucoup écrit voilà, sur les sujets de féminisme, corporéité, et Daria Max, qui milite contre la grossophobie. Et voilà, je pense que ça va être super. Rendez-vous après les vacances. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci. Au revoir.